vidéo. Voilà. Donc cette vidéo, en fait, elle a pour objectif de vous donner une perspective un peu voilà, historique, même un peu cosmologique pour les métaux, de vous essentiellement aussi comment les éléments métalliques ont été créés, et ensuite comment les matériaux métalliques se sont exprimés dans l'histoire de l'univers. Donc ça nous permet aussi de voir en quoi les métaux parlent de cette évolution de notre univers, et comment nous, terriens et humains, on peut se relier à ça. Voilà. Donc là, vous avez un tableau une table périodique des éléments pour vous montrer quels sont les métaux. Donc vous voyez, presque toute cette table est remplie de métaux, à part la première ligne et puis les colonnes de droite, une partie des colonnes de droite. Et vous avez différentes sortes de métaux, donc les métaux alcalins, les métaux de transition. Voilà, vous avez sûrement déjà entendu parler de tout ça. Et donc, la première question qu'on peut se poser, c'est comment ces éléments chimiques ont été créés, par quel processus ont-ils pu s'exprimer? Et donc, c'est la première partie que je vous propose. Donc, pour parler de la naissance des éléments métalliques, il faut revenir au tout début de l'histoire de l'univers, et puis essayer de se projeter ensuite dans son évolution, de voir comment la nucléosynthèse a pu permettre l'expression de ces éléments chimiques. Donc, nucléosynthèse, formation des noyaux, formation des éléments au cours de l'histoire. Donc, vous avez ici un dessin schématique d'une évolution de l'univers avec le Big Bang, toute une partie en fait dans laquelle peu de rayonnement peut s'exprimer, qui laisse comme signature le fond diffus qu'on observe en fait dans le ciel. Et puis petit à petit, la naissance des premières étoiles, la naissance des premiers disques d'accrétion, formation de nouvelles étoiles, formation des trous noirs, et puis les formations des galaxies, formation de planètes, cette évolution, cette expansion de l'univers avec toutes ces nouvelles choses qui s'expriment petit à petit dans cette évolution, en fait, qui date du coup de plus de 13 milliards d'années. Voilà. Donc, il y a une première phase de nucléosynthèse qui a lieu dans les premiers premiers âges de l'univers, juste après le Big Bang, qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale. Et en fait, cette nucléosynthèse, c'est donc de la fusion nucléaire, et elle peut s'exprimer à partir du moment où l'univers est suffisamment froid. Enfin, il reste quand même très chaud, hein. On parle ici de milliards de degrés, mais suffisamment froid pour que les protons et les neutrons puissent s'exprimer, et que ces neutrons, il faut quand même suffisamment chaud pour que ces neutrons et ces protons aient une énergie suffisante pour fusionner. Donc cette période-là, c'est une période qui va être on imagine, hein, tout ça c'est des modèles, la théorie, entre 10 secondes et 20 minutes après le Big Bang. Donc c'est une période pendant laquelle la température est de l'ordre de 2 milliards de degrés dans l'univers. Et donc c'est une température idoine pour qu'on puisse on puisse produire un certain nombre d'éléments chimiques. Alors l'univers est en expansion. Au bout de 20 minutes, il est suffisamment froid pour que en fait, la nucléosynthèse ne soit plus possible, primordiale ne soit plus possible. Donc on arrête les réactions nucléaires pour former les éléments chimiques. Et donc on forme dans cette nucléosynthèse primordiale l'hydrogène avec son proton, l'hélium avec ses deux protons, et puis le lithium et le beryllium. Et voilà, on s'arrête là. Donc comment ça se passe? On a des protons, des neutrons, on a de l'énergie, on a une fusion de ces protons, neutrons, enfin, voilà, on a différentes réactions qu'on peut voir ici, et on va donc former ces premiers éléments. À noter que le lithium et le beryllium sont les premiers métaux du coup, qui vont se former, et qui vont être dans des quantités assez faibles, en fait, puisqu'on a essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium dans l'univers
au tout début et encore aujourd'hui. Voilà. Donc, mais bon, les premiers métaux formés, lithium et beryllium. Et donc, pendant un temps, vous n'avez que ces éléments chimiques qui existent dans l'univers. Et il va falloir ensuite une deuxième phase de nucléosynthèse pour pouvoir produire les éléments chimiques qui auront des noyaux plus lourds. Pour faire de la fusion nucléaire, eh bien, ce qu'il faut, c'est des très hautes températures. Il faut beaucoup d'énergie pour y arriver. Et donc, comment on le fait dans un univers qui se refroidit, un univers en expansion qui devient de plus en plus froid? Eh bien, ça va être grâce à la gravité qui permet de former les étoiles. Et donc, vous avez toute une évolution des systèmes stellaires, des étoiles, de leur masse. Donc, dans cette image-là, en fait, sur ce que vous êtes tout en bas, vous avez des petits nuages stellaires, on va dire, qui vont former des toutes petites étoiles. Et vous avez les gros nuages qui vont former des grosses étoiles avec des rayonnements très puissants. Et donc, en fonction de leur masse, les étoiles ont une évolution très différente. Les petites étoiles vont terminer souvent dans ce qu'on appelle des étoiles naines, des naines rouges, des naines brunes, voire des naines blanches. Et puis, au bout d'un moment, ces étoiles sont suffisamment massives pour que, lorsqu'elles s'effondrent, parce qu'en fait, une étoile a sa forme parce qu'on a un équilibre entre les radiations, la radiation qui en gros est une force qui va pousser la limite de l'étoile vers l'extérieur, et puis la gravité qui va compenser, donc une autre pression qui va, elle, plutôt contracter l'étoile. Donc, il faut qu'on ait cet équilibre-là qui détermine la taille de l'étoile. Les radiations viennent essentiellement des réactions nucléaires, du coup, et de la chaleur, du coup, dans l'étoile. Et donc, lorsque une étoile, en gros, consomme ses produits de fusion nucléaire, eh bien, une fois qu'elle les a consommés, elle n'a plus assez de radiation pour maintenir la taille de l'étoile. Et donc, l'étoile s'effondre sous son poids pour devenir quelque chose de très dense. Plus une étoile est grosse, plus elle s'effondre de manière spectaculaire pour former, quand elles sont très grosses, des trous noirs. Voilà. Donc, selon la masse de la planète, son système final n'est pas le même et son évolution n'est pas la même. Et en fait, bon, au cœur de ces étoiles, on va avoir différentes réactions nucléaires. Ça va dépendre, et je vais essayer de vous détailler ça, de vous donner en tout cas des grandes idées schématiques. Donc, il fait suffisamment chaud au cœur des étoiles, puisque la pression avec une étoile, quand une étoile a une masse importante, la pression au cœur est importante. Et donc, avec cette pression, on a une température forte qui permet potentiellement le début des réactions nucléaires et donc des radiations qui vont déterminer un nouvel équilibre de l'étoile. Donc, on parle, là, je vais parler plutôt des étoiles au début de leur vie, et puis on va arriver aux étoiles qu'on appelle les géantes rouges dans un premier temps. Les étoiles, au début, en fait, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont réaliser la fusion de l'hydrogène pour essentiellement produire de l'hélium et du lithium. Alors ça, c'est les premières générations d'étoiles, donc les plus vieilles dans l'histoire du système solaire, dans l'univers. Il n'y a quasiment que de l'hydrogène et un petit peu d'hélium. Au cœur de l'étoile, lorsqu'elles sont suffisamment massives, il y a assez d'énergie pour réaliser la fusion d'hydrogène et produire de l'hélium. Mais vous avez ensuite des étoiles plus tard, des étoiles dans lesquelles, comme le Soleil par exemple, dans lesquelles vous avez déjà par exemple du carbone, de l'azote ou de l'oxygène, hein, qui a déjà été formé par ailleurs. Mais en fait, ce carbone, azote et oxygène fait partie d'un cycle qu'on appelle le cycle CNO en anglais, et puis qui est en fait une fusion de l'hydrogène. En fait, c'est à travers des réactions
avec le carbone, l'azote et l'oxygène, on va réaliser indirectement de la fusion d'hydrogène, former d'autres éléments, bref. Mais en tout cas, on est toujours, ça c'est le système de la fusion d'hydrogène pour former des éléments chimiques qui vont être légers. Lorsqu'une étoile, donc d'ailleurs lorsqu'une étoile forme, a consommé en fait une grande partie de son hydrogène, à un moment donné, la fusion en fait s'arrête. Donc, on n'a plus les radiations pour garder une étoile qui va être large. Donc, l'étoile commence à s'effondrer sur elle-même. La pression augmente du coup dans le cœur de l'étoile. La température va elle aussi augmenter. On va avoir différentes ensuite réactions dans l'étoile. Du coup, lorsque des nouvelles réactions de fusion vont démarrer, on a ces radiations qui permettent à l'étoile de grossir à nouveau. Et on va arriver dans ces géantes rouges là, en général. Et là, on va avoir d'autres réactions nucléaires. On va réaliser la fusion de l'hélium. On va réaliser petit à petit, plus les étoiles sont massives, plus on va pouvoir augmenter la température dans les différentes phases de fusion. On va faire la fusion de l'oxygène, la fusion du carbone, la fusion du néon. Et on va aller jusqu'à la fusion du silicium. Et là, on va produire tous les éléments chimiques qui vont être jusqu'au fer par, du coup, fusion nucléaire impliquant hydrogène, hélium, enfin, même tous les autres éléments chimiques, quoi. Voilà. Et donc, dans le cœur des étoiles, ces réactions de fusion peuvent nous produire tous les éléments chimiques jusqu'au fer, donc un certain nombre de métaux. Mais vous voyez qu'une grande partie des métaux, ici, n'est pas produite dans le cœur des étoiles. Donc, comment on fait pour produire le cobalt, le nickel, le molybdène, l'hafnium, tous ces trucs-là, le mercure, l'or et tout? Et bien là, c'est des processus qui vont être différents de la nucléosynthèse stellaire. Ça va être la capture de neutrons et de protons. Donc, les noyaux de ces éléments chimiques qui sont un peu plus lourds, ils vont capturer des neutrons, vont capturer des protons, et ils vont pouvoir, du coup, grossir. Donc c'est cette capture-là, c'est une manière de capter ces neutrons, va pouvoir se produire dans différents processus, en général liés aux étoiles, dans le milieu interstellaire. Et je vais donner deux exemples. Le premier, ce qu'on appelle les processus S. Ce qui est intéressant, c'est pour voir comment ça fonctionne, en fait, quels sont les équilibres, les temps caractéristiques, etc. Processus S pour slow, c'est pour ça que j'ai mis un escargot, c'est les processus lents, en fait, de formation, de capture de neutrons. Et en fait, ces processus S, c'est quasiment la moitié des éléments plus lourds que le fer qui sont produits par ces processus-là. Donc, quand on dit que c'est lent, c'est qu'en fait, le temps caractéristique de capture d'un neutron par un élément, il est plus lent que la radioactivité de cet élément. C'est-à-dire que l'élément qui est produit par la capture, il a le temps de se décomposer avant qu'il y ait une nouvelle capture. Voilà. Donc, en gros, on produit un élément. Cet élément peut se décomposer s'il est radioactif pour devenir un autre élément. Ça, c'est les processus S. Et en fait, on va en retrouver dans les étoiles. Il y a un élément là qui s'appelle le technétium, c'est celui que vous avez ici, là, qui a été en fait détecté par son spectre en 1952. C'était une découverte très importante, puisqu'en fait, le technétium, il a une période de radioactif qui est courte. Donc, ça veut dire que lorsqu'on le détecte, on sait qu'il a été produit il n'y a pas longtemps. Donc, il a été produit après que l'étoile a été formée. Et donc, ça prouvait qu'il y avait l'existence d'une réaction de fusion dans l'étoile elle-même, produisant cet élément-là. Donc là, on a une sorte de production d'éléments chimiques par capture de neutrons qui se fait au sein même des étoiles, puisqu'il y a cet environnement-là. Lorsque vous avez les réactions de fusion nucléaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous avez notamment, avec le carbone et tout, vous avez la production de neutrons dans l'étoile. Et ces neutrons, en fait, ils vont pouvoir ensuite
être capturés. Puisqu'ils sont libérés, ils vont pouvoir ensuite être capturés par d'autres éléments, par les captures là, S, processus S, et former des éléments plus lourds. Il y a un autre processus, donc ça va se faire dans les géantes rouges, dans les étoiles plus grosses comme ça. Et puis, vous avez un autre processus de capture de neutrons qui s'appelle les processus R. R pour rapide. Donc ici, c'est le faucon pèlerin, je crois, qui est l'animal le plus rapide sur Terre. Et donc ça, en fait, pourquoi rapide? Parce qu'en fait, du coup, l'élément, il peut capturer un neutron et il peut à nouveau en capturer un autre avant de s'être désintégré. Donc là, on peut booster, en fait, on peut produire des éléments très, très lourds. Et en fait, ce processus R avec le processus P, donc qui est la capture de protons, ben, c'est la production des 50% restants des éléments chimiques qui va se passer. Par contre, pour faire ça de manière très rapide, il faut des milieux très énergétiques. Ces milieux très énergétiques, qu'est-ce que ça va être? Ça va être les supernovas, ça va être potentiellement les disques d'accrétion aussi autour des trous noirs. Et puis, on va pouvoir éventuellement avoir ça aussi dans les étoiles à neutrons. C'est des étoiles pleines de neutrons avec beaucoup d'énergie aussi, et donc c'est idéal pour produire ces éléments-là. Et donc là, on va produire aussi plein d'éléments lourds. Donc les processus, lorsqu'on a du coup une étoile qui est assez massive, qui commence à s'effondrer de manière suffisamment violente pour qu'en fait on produise une supernova qui est en gros les éléments les plus énergétiques qu'on connaisse en fait quasiment dans l'univers. Et bien dans ces supernovas, il y a tellement d'énergie que on peut faire de la capture de neutrons, de protons très très rapide et produire des éléments chimiques qui sont lourds. Et donc notre table des éléments, elle nous parle. Je ne sais pas si je l'ai après. Donc, nos tables des éléments ici, en fait, ça représente directement les processus qui existent dans l'univers. Si on avait d'autres processus, on aurait d'autres éléments, voire plus lourds, qui pourraient se former. Donc là, on a une image, cette table des éléments, c'est une image du fonctionnement en fait, de notre univers. En fait. Alors, il y a un élément intéressant lorsqu'on travaille en astrophysique sur les étoiles, c'est ce qu'on appelle la métallicité d'une étoile. Et en fait, la métallicité, qu'est-ce que c'est? C'est ce que j'ai écrit ici. C'est l'abondance des éléments qui ne sont pas de l'hydrogène ou de l'hélium dans une étoile. Donc, tout ce qui a, en gros, un numéro atomique plus lourd, les astrophysiciens, pour eux, c'est des métaux, en gros. Donc, c'est une vision un peu grossière, mais bon, c'est comme ça. C'est des métaux. Et plus une étoile, en fait, a une métallicité importante, en gros, plus elle contient d'éléments chimiques qui ont été produits lors de la nucléosynthèse stellaire, on va dire ancienne. Donc c'est souvent, si on regarde un peu dans une histoire je reprends mon schéma là pour l'histoire de l'univers, et en fait, plus le temps passe, euh, plus on forme des étoiles de nouvelles générations dans lesquelles on reprend potentiellement des matériaux qui ont été produits dans des étoiles, et donc qui ont des composés élevés, avec des nombres atomiques élevés. Voilà, si je prends un schéma simple, les premières étoiles, en fait, après le Big Bang, c'est des étoiles pleines d'hydrogène avec un peu d'hélium. Petit à petit, elles forment les autres éléments chimiques. Lorsqu'elles explosent en supernova, les supernovas en fait, font des nuages, des nébuleuses qui ensuite vont former des nouvelles étoiles. Mais dans ces étoiles, on aura des éléments chimiques avec des numéros atomiques élevés, comme le Soleil par exemple. Et donc, on a des étoiles qui ont une métallicité qui est de plus en plus élevée quand on a des générations de plus en plus quand le nombre de générations d'une étoile est grand. Voilà. Donc, aujourd'hui, les étoiles les plus récentes, a priori, ont des métallicités très élevées. Donc, la métallicité, les métaux s'expriment de plus en plus dans l'univers à force que le temps passe. Au détriment, du coup, de l'hydrogène et de l'hélium principalement. Ça, c'est intéressant aussi. Lorsqu'on va... Donc ça, on va parler ici, ça c'est une évolution, c'est pour ça que j'ai mis ce petit schéma-là. C'est donc une évolution chimique des étoiles, des systèmes stellaires, mais aussi
Quand on pense aux étoiles, on pense aux planètes. Et donc, voilà, si on pense au- si on cherche des planètes comme les nôtres, eh ben, pour former une planète, la planète, c'est les métaux, en fait, quelque part, puisque l'hydrogène et l'hélium sont principalement dans les étoiles, mais les planètes telluriques, c'est quasiment que les éléments métalliques. Donc, il nous faut des étoiles, pour avoir une Terre, il nous faut des étoiles qui ont passé les générations. Ensuite, je voulais vous parler de la naissance des matériaux métalliques. Là, je vous ai parlé des éléments, mais ensuite, il faut faire des matériaux. Là, vous avez une image, on va dire plutôt d'artiste, ce qu'on imagine, d'un astéroïde qui s'appelle Psyché 16, et qui est donc un astéroïde purement métallique. Et donc, on a ce genre d'astéroïde dans l'espace. Et si vous avez regardé genre Don't Look Up, ce genre de choses, vous savez que certains s'intéressent à ces corps, à ces astéroïdes, pour pouvoir éventuellement miner et se faire des grandes richesses. Alors, quels sont en fait les premiers matériaux contenant des métaux qui se sont exprimés dans le système solaire? Donc, les premiers en fait, les premiers matériaux, les premiers minéraux qui ont existé, a priori, sont des diamants. Pourquoi? Parce que c'est les premiers solides qui peuvent durer, qui peuvent se former. Ça va être les diamants. Pourquoi? Parce qu'on a des étoiles qui vont former du carbone. Ce carbone, en fait, lors par exemple, de supernova, on va avoir des ondes de choc qui vont faire des pressions importantes. Et donc, le carbone sous pression, ça va faire du diamant, du graphite. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va on va pouvoir avoir des traces de très très vieux grains, plus vieux que notre système solaire, dans les météorites. Voire, on a fait des missions spatiales pour récupérer des grains présolaires. Donc, ces tout petits grains, vous avez ici 2 microns, vous avez un exemple. Ça, c'est un grain de carbide de silicium, donc SiC dans la météorite qu'on appelle Murchison. Donc, c'est une très vieille météorite qui a 4,5 milliards d'années. Et là, ce grain, en fait, on peut dater ce grain à 6,2 milliards d'années. Et donc, c'est un grain qui est plus vieux que le système solaire. Et quand on analyse tous ces grains qui sont plus vieux que le système solaire, on se rend compte qu'on a du diamant, du graphite. Bon, ça, c'est pas vraiment des métaux, mais on a, vous voyez, alors, tout ce que j'ai mis en rouge, ça va être là où on a des métaux. Donc, des oxydes de titane, d'aluminium, magnésium, calcium. On a aussi des alliages fer-nickel. Hein. Donc ça, c'est les premières expressions minérales en termes de matériaux qu'on va trouver, qu'on peut connaître, quoi. Voilà. Donc les premiers métaux exprimés, a priori, c'est ça. Il y a déjà des alliages de fer, de nickel, qui vont exister très très tôt dans l'histoire de l'univers. C'est les premiers. Alors en fait, ensuite, ça c'est les grains présolaires, mais on peut essayer de retracer l'histoire en fait d'un nuage solaire, donc le nôtre, éventuellement d'imaginer ce que ça peut être pour d'autres étoiles. Donc ça va forcément dépendre de la métallicité justement de cette étoile, de quelle est sa composition chimique. Nous, on connaît la nôtre, on peut essayer d'imaginer ce qui se passe pour la nôtre. Et là, ce que vous avez sous les yeux ici, alors je ne sais pas si on voit bien, je ne sais pas si on voit très bien ce qui se passe. Vous avez en gros la pression, je change un peu, la pression dans l'axe des ordres des abscisses, et puis la température dans l'axe des ordonnées. Donc la pression, en fait, le nuage, c'est essentiellement un gaz qui petit à petit se refroidit, et donc cette vapeur petit à petit se condense pour former des matériaux différents. Et donc là, vous avez en fait une composition qui est de type solaire. Et donc, qu'est-ce qu'elles vont être les premiers minéraux, les premiers matériaux qui vont se former? Eh bien, ça va être des matériaux du coup assez réfractaires. Donc, vous voyez ici, on est à 1500, entre 1500 et 1800 degrés. Vous avez une soixantaine de minéraux qui vont se former tout de suite après la condensation. Donc, dans la première phase,
de condensation de la nébuleuse solaire, on arrive à une soixantaine de minéraux, une soixantaine en tout cas de solides, matériaux formés. Donc vous avez corindon, vous avez des pyroxènes déjà, vous pouvez avoir, vous avez du métal, de l'olivine. Les métaux, c'est souvent du fer et du nickel qui vont, donc c'est surtout ces alliages-là qui vont se former. Voilà. Donc là, on arrive à 60 minéraux. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ça, c'est une composition solaire, mais là, je vous ai mis en fait une carte de l'univers assez proche avec toutes les étoiles qui ont a priori des exoplanètes qui seraient habitables. Et il faut imaginer que ces étoiles, vous voyez, en bas ici, vous avez des couleurs un petit peu différentes. Donc, vous avez des étoiles qui ont des propriétés différentes, qui sont de générations différentes, avec des métallicités différentes. Et donc, cette carte, ce diagramme de condensation ici que je vous montre, en fait, qui va faire en sorte qui va parler de ces minéraux et ces matériaux qui vont s'exprimer lorsque le nuage se refroidit puis commence à former les premières planètes, forcément, ça va être différent pour ces systèmes stellaires que vous voyez là, quoi. Ça, c'est intéressant d'imaginer les expressions de ces différents... Vous aurez donc pas les mêmes matériaux qui vont se former, a priori, lorsque c'est dans ces systèmes, dans les nébuleuses de ces systèmes-là. Mais bon, restons sur la Terre, puisque c'est ce qu'on connaît, et puis voir un petit peu ce qui se passe ensuite. Donc, l'évolution ensuite de ces matériaux métalliques, donc on part de ces 60 minéraux, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh bien, en fait, vous avez ici, du coup, deux grands matériaux en haut, qui sont des matériaux très primitifs du système solaire. Vous avez ici des météorites de fer, avec ces figures-là qu'on appelle des figures j'ai un petit trou. Je pense que Mathieu Gounel, il vous en parlera. Enfin bon, c'est des bandes d'alliage nickel, c'est le fer nickel qui préfère ces bandes lorsqu'il se cristallise assez vite. Et puis vous avez ici ce qu'on appelle des chondrites. Donc vous avez des petites billes qui sont des billes de verre dans lesquelles on a d'olivine et minéraux comme ça, mais en même temps on a aussi des petites billes de métal. Et en fait, ces corps très primitifs, ils vont subir déjà dans l'espace des chocs thermiques. Et puis, en même temps aussi, vous avez dans ces roches qui vont s'agglomérer pour former des planètes, vous avez des éléments radioactifs avec des courtes périodes, mais qui vont chauffer, notamment, par exemple, le fer 60, si on parle de métaux. Le fer 60 se désintègre en nickel et va produire de la chaleur. Et on va avoir de la fusion dans ces petits corps qui commencent à s'agglomérer pour former des planètes. Et donc, ces fusions vont commencer à former des premiers minéraux différenciés, parce qu'on va séparer des phases et tout, et éventuellement les métaux du reste, mais aussi des liquides de solides. Et vous avez ici deux météorites, donc ici ce qu'on appelle les pallasites, où en fait on a de l'olivine qui baigne dans les métaux, et puis ici c'est le plus vieil météorite qui ressemble à une croûte, en gros à un magma qui a été produit. Et donc en fait, lorsqu'on a ces phénomènes de fusion, dans les premiers temps de l'histoire du système solaire, dans ces premiers planétésimaux, eh bien, on produit du coup ces minéraux-là, feldspath, mica, zircon, voilà, dans lesquels on a parfois l'expression de métaux, et on passe de 60 à 250 matériaux dans cette première phase. Donc là, on forme des planétésimaux avant de former des planètes plus larges dans lesquelles, voilà, vraiment, la fusion, la différenciation des planètes va être importante. Différenciation, ça veut dire que on va partir d'une chimie pour une planète, et on va former des couches de chimie différentes, en général des noyaux qui vont être métalliques, dans lesquels on va retrouver les éléments essentiellement sidérophiles et chalcophiles. Sidérophile, voilà, les métaux,
aiment bien le fer. Et donc, c'est fer, nickel, ça c'est le noyau de la Terre, de Mars, ces autres planètes, ces météorites de fer que vous avez vues là tout à l'heure. Chalcophile, c'est si le soufre a une affinité pour aller dans le noyau, on va retrouver ces éléments. Les éléments lithophiles, c'est ceux qui vont se retrouver dans les cailloux, donc dans le manteau et les croûtes planétaires. Et puis les éléments atmophiles, c'est ceux qui vont se retrouver dans les atmosphères de ces planètes. Donc les événements de fusion vont permettre de séparer ces matériaux et puis d'en faire des enveloppes, des couches différentes qui vont chacune avoir ensuite leurs évolutions propres et du coup avoir des évolutions des matériaux en fait, propres et donc aussi de ces propriétés de ces matériaux. Donc là, je vous présente des modèles qu'on a pour la composition chimique de l'intérieur de la Terre. Donc Earth, c'est la Terre ici, Mantle, c'est le manteau, c'est les cailloux. Et puis, sous ces cailloux, au centre, vous avez un noyau qui est métallique. Donc le noyau, c'est 85% de fer, 5% de nickel, et puis d'autres éléments légers pour compléter le tout. Pour compléter le tout, les modèles diffèrent. Ici, vous avez un modèle avec du silicium, mais d'autres peuvent mettre de l'oxygène ou alors du soufre. Ici, vous avez un peu de soufre. Il y a beaucoup de débats là-dessus. Et puis, vous avez le manteau, lui, qui a quand même une certaine composante de fer, mais essentiellement très riche en magnésium, avec des affinités avec le calcium, l'aluminium. Voilà, par exemple, le manganèse, en fait, il est plus riche, plus concentré dans le manteau, par exemple, que dans le noyau. Donc, on va retrouver des métaux qui s'expriment dans le manteau et dans le noyau. Mais dans le noyau, on l'a sous forme réduite avec un alliage, alors que dans le manteau, vous voyez, l'élément le plus abondant du manteau, c'est l'oxygène. Donc, d'autres formes. Et donc, là, on va avoir dans ces corps, encore une fois, la fusion donc, ce que vous avez ici, c'est la roche typique du manteau terrestre, qui est l'olivine, la péridotite, composée d'olivine, de pyroxène, ce qui est plutôt noir ici. L'olivine, c'est vert. Lorsque cette olivine va fondre, en fait, elle va produire un magma qui est ici cristallisé sous forme d'un basalte, et puis un résidu qui est ici cristallisé, enfin, qui est du coup, lui n'a pas fondu, hein, donc c'est ce qui reste lorsqu'on extrait le basalte. Ici, c'est un peu caricatural, c'est une roche qu'on appelle une harsburgite, qui est donc une minéralogie très différente de la péridotite, et le basalte aussi une minéralogie différente. Donc, en fait, à travers la fusion, il y a des éléments chimiques qui auront plutôt des affinités avec les liquides, et d'autres plutôt avec les solides. Ils vont se séparer pour former des enveloppes de la Terre qui vont être différentes. On va concentrer certains éléments dans la croûte, concentrer certains éléments dans le manteau, et donc on va former par équilibre de phase des nouveaux matériaux dans les croûtes, des nouveaux matériaux dans le manteau. Donc on va faire évoluer la minéralogie encore là de ces processus. Donc ce que je voulais représenter ici, ce que vous avez ici, ce qu'on appelle le coefficient de partage des éléments. Plus il est faible, en fait, plus les éléments vont aller dans les magmas, et plus il est élevé, plus ils vont rester plutôt dans les solides. Donc ici, vous avez en fait ces espèces de courbes là pour différentes pressions, c'est relié à des expériences. Hein. Bon, bref, c'est juste qu'on est capable un peu de faire ces modèles. Et clairement, ce qui est très important, c'est que le rayon ionique est ce qui domine pour l'affinité des éléments chimiques avec les magmas. Donc, plus le rayon est large, plus les éléments vont aller dans les magmas. Pour les éléments qui ont des petites tailles, tout petits, là eux aussi vont avoir ces affinités dans les magmas. Donc vous avez ici la table des éléments qui vous est représentée, avec les métaux en grande partie représentés ici. Hein. Vous avez bien différencié les métaux. Et dans ces métaux, les métaux qui sont plutôt à gauche dans le tableau, eux ont des gros rayons ioniques et donc vont être très enrichis petit à petit dans la croûte terrestre en gros. Et puis, ceux qui ont des petits rayons ioniques, ils vont plutôt être enrichis, eux, dans le manteau. Et donc, ils vont incorporer différents minéraux, ils vont pouvoir former différents minéraux. Et c'est ce qui permet d'avoir, en gros, tous les processus qui ont lieu vont en fait séparer tout ça, créer des nouveaux minéraux, des nouveaux matériaux,
à partir d'une base qui peut être identique, mais c'est ces processus physico-chimiques liés à la dynamique de la planète, à son évolution précoce et un peu plus longue, qui vont faire une identité particulière en termes de matériaux qui s'expriment. Voilà. Et donc là, vous avez la Lune, hein, c'est un cas particulier, et on voit que quand on regarde la Terre ou Mars, on voit que c'est carrément, c'est différent. Même les couleurs qu'on voit des planètes représentent des matériaux en surface, des expressions différentes des matériaux, alors que les compositions chimiques, en vérité, sont très très proches pour la Lune, Mars et la Terre. C'est la dynamique qui fait exprimer certains matériaux plutôt que d'autres. Alors, sur Terre, mais même sur Mars au début, hein, on a le volcanisme, donc là j'en ai parlé tout à l'heure, qui permet de séparer, de différencier, fractionner en fait les éléments chimiques et les métaux. Et vous avez en plus sur Terre et sur Mars au début, vous avez de l'eau, et donc on a des réactions chimiques qui vont avoir lieu dans des conditions, dans certaines conditions de température, de pression, d'oxydoréduction, et qui vont permettre d'exprimer des matériaux spécifiques. Et là, je vous ai mis, et donc ça, c'était a priori quelque chose de très important au début de l'histoire de la Terre, dans lequel il y avait beaucoup de magmatisme. Donc là, vous avez par exemple un schéma qui vous montre un petit peu des cycles géochimiques dans un volcan qui va être sous-marin. Donc, vous avez ici le magma qui est formé à peu près à 1200 degrés. Ce magma, en fait, il est extrait de sa chambre pour faire dans le volcan, là. Mais comme on est sous l'eau, on a aussi de l'hydrothermalisme, c'est-à-dire qu'on a de l'eau qui va réagir avec les roches et avec le magma. Le magma, lui, il va relâcher dans l'eau un certain nombre d'éléments chimiques, parmi lesquels des métaux. Ces métaux, ils vont réagir avec les anions, avec la chimie de l'eau qui est aux alentours. On va éventuellement précipiter certains de ces métaux sous des formes de composés un peu spécifiques qui vont sédimenter au fond, potentiellement réagir ensuite. Et en même temps, l'eau va changer de composition chimique. Il y a des métaux qui vont être dissous, qui vont participer ensuite aux réactions d'hydrothermalisme. Et donc ici, on a des processus qui vont permettre de créer des précipitations, qui vont modifier en fait des conditions redox, qui vont apporter des anions, des choses qui vont permettre en fait, ici c'est une espèce de petite usine pour produire des matériaux différents par des réactions entre l'eau, entre la roche et entre les magmas à des conditions de température et de pression, température qui peut être très variable, hein, on va de 1000 degrés à 2 degrés. Donc ça, c'est un processus qui va exister sur les planètes dans lesquelles il y a de l'eau. Voilà. Maintenant, on peut penser aussi que sur Terre, il y a la tectonique des plaques. Tectonique des plaques, ce n'est pas que le magmatisme. Hein. Le magmatisme existe sur Vénus, etc. Donc, la tectonique des plaques, c'est un processus dans lequel ce qui compte beaucoup, c'est qu'on a les matériaux qui sont en surface, qui vont plonger dans le manteau, parce qu'on appelle la subduction. Et donc là, on prend des matériaux qui sont en surface, en contact avec l'eau, donc il y a toutes ces réactions-là, et on les apporte en profondeur, et donc on va pouvoir modifier en fait aussi la chimie des profondeurs. Encore une fois, créer des nouveaux matériaux, puisque avec la pression, les matériaux changent de phase, éventuellement, comme vous avez ici, il y a des matériaux qui étaient riches en fluide, qui avaient de l'eau à l'intérieur de leur formule structurale de chimique, minéralogique. Cette eau devient instable lorsqu'on augmente la pression, donc les fluides peuvent être extraits. Ces fluides, ils vont réagir avec des roches, parfois produire de la fusion, créer des nouveaux systèmes. Et donc ça, c'est assez important, parce qu'en fait, ces fluides qui réagissent avec le manteau et la croûte dans les zones de subduction vont créer des magmas qu'on appelle acides, c'est-à-dire avec beaucoup de silice, qui n'existent pas sur les autres planètes et qui sont vraiment spécifiques de la Terre. Et là, en fait, vous avez encore une fois des réactions entre des fluides et des roches qui vont permettre
d'exprimer certains matériaux, et notamment, c'est ce qui est ici, là, les porphyres. Ore system, c'est en gros des endroits qui vont permettre d'enrichir extrêmement fortement des régions en métaux, notamment. Voilà. Qui vont être intéressants pour les gens qui minent. Donc là, vous avez à la fin une composition de la croûte, que je vous présente ici, qui est très riche donc, en oxygène, mais beaucoup aussi en silicium. Et ça, c'est toute la partie métallique qu'on va retrouver. Voilà. Donc ce processus tectonique des plaques, il génère à la fois une croûte très spéciale, donc de composition élémentaire, minéralogique, très spécifique à la Terre, et en plus de ça, des processus qui vont concentrer fortement parfois les éléments, notamment les métaux, dans des zones où il y a du magmatisme important. Donc ça, quand est-ce que la tectonique des plaques a démarré sur Terre? On n'en sait rien. On se pose plein de questions, mais on pense que ça peut être entre 4 et 3 milliards d'années, on va dire. La Terre ayant 4,55 milliards d'années à peu près. Donc a priori très tôt. Maintenant, je vais m'intéresser à une période qu'on appelle l'Archéen, qui se termine il y a 2,5 milliards d'années. Et ici, vous voyez en fait une mine australienne, c'est une mine de fer, et qui représente des gisements qui sont produits dans l'Archéen, qui sont des roches qui étaient produites à l'époque, qui n'existent plus aujourd'hui. Donc ces roches, ce qu'on appelle les BIF, les Banded Iron Formation, donc c'est des fers, qu'on dit des fers rubanés. C'est des alternances d'oxyde de fer avec éventuellement d'autres types de sédiments, de roches et tout, qui sont formés a priori dans de l'eau, et c'est des dépôts en fait d'oxyde de fer. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça n'existe plus aujourd'hui, et pour que ça puisse se faire, en fait, il faut des milieux qui soient relativement réduits dans lesquels il y a peu d'oxygène. Voilà, c'est a priori, on imagine de l'eau dans laquelle le fer est apporté par le magmatisme, mais dès qu'il y a un peu d'oxygène, eh ben, cet oxygène se fait fixer par le fer, précipite pour former ce genre de choses. Donc ça n'existait qu'à l'époque, et donc on a des grands gisements métalliques de fer, mais aussi d'autres choses qui vont ressembler, qui existent pendant l'Archéen. Et ce qui se passe à la fin de l'Archéen, donc vous voyez ici le temps, l'âge. Donc nous, l'âge, on est là. Ça, c'est l'histoire de la Terre. Et ici, vous avez des estimations de la pression en fait, atmosphérique en oxygène. Donc 1, c'est aujourd'hui. L'Archéen, a priori, était plutôt réduit. Il n'y avait pas beaucoup d'oxygène à la surface de la Terre. Donc on avait une diversité minéralogique et tout qui était encore éventuellement un peu réduite. Et vers 2,4 milliards d'années, on a un boom en fait, d'oxygène. Donc ça, c'est certains modèles, on ne sait pas trop, mais en tout cas, on arrive, il nous faut des pressions partielles d'oxygène qui sont au minimum de 10-2, 10-3 fois la pression partielle actuelle. Donc on a un premier boom d'oxygénation de l'atmosphère qui va continuer ensuite. Et ça a un effet majeur sur l'expression chimique qu'il y a à la surface de la Terre. Et vu que la surface échange avec l'intérieur, on va aussi parler de l'intérieur. Donc ce modèle d'oxygénation, on l'a pour l'atmosphère, on l'a aussi pour l'océan. Donc là, vous avez encore une fois l'âge. Vous avez l'océan qui est divisé entre un océan de surface et un océan profond. Donc là, vous avez encore, là, c'est le niveau d'oxygène dans l'atmosphère. Et dans l'océan, ce qu'on imagine, c'est qu'en gros, l'élément qui va dominer dans l'océan, c'est donc le fer, à part l'eau, hein, bien sûr, mais qui va être dissous, ça va être essentiellement le fer de plus, apporté par les magmas. Et petit à petit, on va avoir l'oxygène qui va exister dans l'océan de surface, en même temps qu'on a une oxygénation de l'atmosphère, et que récemment, il y a en gros moins d'un milliard d'années, l'oxygénation des océans profonds. Donc une grande partie des océans profonds reste plutôt sous forme réduite pendant très longtemps dans l'histoire de la Terre. Et donc ça, c'est à prendre en compte si on veut imaginer ces réactions hydrothermalistes dans l'océan profond, par exemple. Les réactions aux roches, la composition, le redox de l'océan a changé au cours du temps. Et donc l'expression des réactions chimiques impliquant notamment des métaux dans l'océan profond a évolué drastiquement. Alors, ce qui est intéressant en fait avec cette oxygénation de l'atmosphère, c'est un peu comme un titrage en fait.
On a beaucoup de fer dans le système. À chaque fois qu'on ajoute un petit peu d'oxygène par différents processus, hein, ça peut être la vie, la respiration et peut-être d'autres choses, eh ben, ce fer est directement capté par cet oxygène est directement capté par le fer. Donc, c'est le début du processus de titrage. Et puis, jusqu'au moment où on produit tellement d'oxygène qu'en fait, il arrive à s'exprimer dans l'atmosphère, dans le système. Donc, on a ce truc-là je trouve que c'est assez intéressant d'imaginer ça comme ça quand on fait de la chimie, même par rapport du coup au fer. Et donc, quand en fait le système Terre s'oxygénise, alors on rentre dans une nouvelle phase de diversification des matériaux et des composés métalliques. Et là, je vous montre peut-être des minéraux que vous connaissez, je ne sais pas trop. Là, c'est l'azurite, c'est la malachite. En fait, ça, c'est des matériaux qui sont composés essentiellement de cuivre, oxyde de cuivre. Ici, c'est plutôt des oxydes de cobalt que vous avez à droite. Mais en gros, là, on va pouvoir profiter au maximum des propriétés des métaux, des propriétés intéressantes ici qui sont représentées par les valences et qui sont variables, qui sont multiples. Et donc, lorsqu'on a ces propriétés de valence qui sont multiples, c'est que lorsqu'on a des possibilités redox si différentes, eh bien, on va pouvoir générer des composés métalliques très, très, très variés à la surface de la Terre, alors que ce n'était pas possible avant 2,4 milliards d'années, puisqu'on était dans un monde qui était essentiellement plutôt réduit. Donc ça, c'est un grand pas. Donc ça, c'est un premier grand pas vers cette très grande diversification des matériaux métalliques à la surface de la Terre. Et là, je vais aller un petit peu vite maintenant, hein, parce que voilà, on arrive un peu au bout. Le deuxième moment important, c'est lorsqu'en fait la vie arrive sur Terre, puisqu'en fait, ici, vous avez les premières traces de vie sur les continents émergés. Hein, avant, la vie est essentiellement dans les eaux de surface des océans. Ça, c'est 635 millions d'années. C'est des champignons. Les premières plantes, je crois que c'est de l'ordre de 410 millions d'années, donc c'est relativement jeune dans l'histoire de la Terre. Et là, en fait, les champignons, les plantes, c'est du coup des composés organiques qui modifient les minéraux pour former des sols. Et donc, on va créer du coup des réactions maintenant qui vont faire intervenir la vie. Hein. Bien sûr, dans les océans, on peut avoir des réactions dans lesquelles on a aussi de l'organique et des métaux. Même dans un monde qui est plutôt sans vie, si on voulait, enfin en tout cas des réactions qui n'impliquent pas la vie. Mais là, en fait, l'importance de la vie dans les sols, sur les continents, va générer aussi des nouveaux minéraux, des nouveaux matériaux qui vont exister dans les sols, à la surface. Donc c'est parti pour une nouvelle aventure avec la vie, quoi, que je ne vais pas développer ici. On en reparlera un petit peu avec des intervenants, des intervenantes. Et là, on a une richesse presque infinie hein, quand en plus on développe les questions d'organique. Mais c'est pareil, Clotilde Policar est aussi une spécialiste de, de, ces, de, de l'impact des échanges entre l'organique, les métaux. Je vous en parlera ça, certainement, quoi. Voilà, et puis là, sans oublier ensuite l'humanité qui fait des produits de synthèse et qui donc apporte aussi ses propres matériaux. Alors, je voulais terminer avec un processus terrestre qui est assez unique et qui est assez discuté en ce moment, puisque c'est la formation des nodules polymétalliques qu'on retrouve dans les fonds marins. Donc, vous voyez ici des petites billes qu'on retrouve dans les fonds marins et qui est au centre en fait d'une course en fait minière, puisque vous retrouvez ici les, les gisements en fait, si je peux dire comme ça. Je suis pas très fan, mais bon, qui sont de ces nodules polymétalliques. Donc ici plutôt fer manganèse hein, qu'on retrouve. Donc ils sont en verre. Ils sont en fait dans des eaux, dans des eaux qui sont des eaux internationales, c'est-à-dire qui appartiennent en gros au commun, quoi. Et c'est la course pour aller les exploiter. Et donc, qui va les exploiter? Comment? Voilà, les ressources se raréfient sur les continents. Donc, les océans, c'est super. Je parle pour les géants miniers. Ils veulent aller ratisser un peu tout ce qu'il y a dans les fonds marins, dans ces zones-là. Donc, c'est a priori des enjeux géopolitiques de demain.
si demain existe, vu la situation actuelle. Alors, comment sont formés ces nodules polymétalliques, qui sont essentiellement du coup fer manganèse, mais aussi d'autres choses? En fait, il y a deux processus qui vont les former. Il y en a un qu'on appelle hydrogénétique. Donc, ça va être formé en gros par des associations de fer avec de l'oxygène et de l'hydrogène, et puis d'autres qu'on appelle diagénétiques. Donc, hydrogénétique, ça veut dire que ça se forme plutôt dans l'eau directement. Diagénétique, ça va se former plutôt dans les sédiments qui sont dans les fonds marins. Et donc, le processus hydrogénétique, eh bien, comment ça va se passer? En fait, on va avoir ici des petites impuretés autour desquelles on va pouvoir nucléer certains processus. Ces processus, ça va être l'oxydation du fer et du manganèse, qui va permettre des précipitations, qui va se faire concentrer, qui va faire ces petits nodules. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il faut de l'oxygène en fait dans ces régions-là. Donc, il faut des fonds marins avec un peu d'oxygène. Donc, c'est du coup par rapport à l'histoire de la Terre, vous voyez, c'est assez récent. Et le mode hydrogénétique, là, c'est quelques millimètres par million d'années pour former une nodule. Donc, vous voyez, il faut vraiment longtemps pour les faire quand on les observe. C'est des longs processus géologiques. C'est un peu comme le pétrole, c'est des choses qui mettent du temps à se faire. Quand on les exploite, ce n'est pas une ressource qui se renouvelle rapidement. Pour les nodules qui sont diagénétiques, en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'on a des phénomènes de réduction dans les sédiments, avec des fluides qui vont remonter, qui vont être chargés en certains métaux. Et ces métaux, en remontant vers la surface qui est plutôt oxygénée, vont commencer à s'oxyder vers la surface et précipiter le manganèse, voire d'autres éléments chimiques. Et donc, encore une fois, c'est avec l'oxygène qu'on va pouvoir former ces nodules. Et en fait, pour diagénétique, c'est une dizaine de millimètres par million donné. Voilà. Et puis ensuite, on a une combinaison un peu de ces deux processus qui est représentée par ici. Je vous ai mis cette petite diapositive aussi, enfin, diapositive. C'est pas une diapositive, je ne sais plus comment on dit, c'est tard, mais qui vous donne un petit peu voilà, des informations un peu plus précises sur les structures, sur les éléments chimiques qui vont rentrer. Donc là, hydrogénétique, on va avoir FeOH, là, qui est pareil, je suis désolé, c'est un petit peu tard, j'ai oublié le terme. Mais bon, c'est la base de la formation de ces nodules. Alors que pour ce qui est diagénétique, en fait, on va partir, on va avoir un autre chemin. Bon. Bref. Donc ça, c'est un processus intéressant qui est un processus, encore une fois, géologique, qui est une ressource convoitée aujourd'hui et qui est aussi un processus qui existe parce qu'il y a de l'eau sur Terre, parce qu'il y a aussi du magmatisme qui permet de mettre des éléments chimiques dans l'eau de manière importante, parce qu'il y a ces phénomènes de précipitation de sédiments, on a de l'oxygène aussi au fond d'océan, donc voilà, c'est un phénomène assez unique, parce qu'en fait, il arrive en par rapport à là où on en est, en tout cas, en fin de course dans l'histoire géologique, et donc probablement qu'il ne peut pas exister sur n'importe quelle planète. Voilà, c'est pour vous donner une espèce de perspective sur l'évolution de l'univers, l'évolution en fait des métaux, des matériaux qui vont être produits par ces métaux. Et donc, on voit que c'est vraiment quelque chose qui évolue au cours du temps, qui évolue en fonction des environnements, avec petit à petit des éléments qui s'expriment, qui existent, qui s'expriment, des nouveaux matériaux qui vont s'exprimer. Donc, c'est toute une histoire, toute une spécificité de notre Terre, de nos environnements, mais aussi de notre système solaire et de notre univers. Donc, quand on se projette sur d'autres planètes habitables, exoplanètes habitables, c'est des choses qu'il faut prendre en compte si on veut imaginer d'autres mondes dans lesquels probablement les minéraux aussi ne sont pas les mêmes. Certains sont les mêmes, d'autres ne sont pas les mêmes. Voilà, il y a une expression en fait de la chimie qui va se faire dans la géologie, dans la chimie de l'environnement, dans les matériaux qui sont présents, qui va être très spécial. Et donc, bon, aujourd'hui, en plus, sur Terre, on est vraiment à un moment clé pour savoir ce qu'on va faire aussi
comment l'humanité va intervenir sur ces environnements et va utiliser ou non ces ressources. Et donc, à nous de voir, à vous de voir. Et puis, voilà, je vous remercie. Et puis, bonne continuation pour la journée et à très vite.